Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission aujourd'hui consacrée à l'hydrogène et surtout à l'importance de l'hydrogène dans la filière automobile. C'est peut-être encore plus vrai depuis la confirmation, l'annonce prévue de la fin de la vente des moteurs thermiques pour 2035 en Europe. Donc l'hydrogène dans l'automobile, c'est certes pas nouveau, on va le voir avec nos invités, mais cela prend peut-être encore plus d'importance en ce moment. Pour en parler, trois invités, trois experts de l'hydrogène. Valérie Bouillon-Delporte, bonjour et merci à vous d'être là. Vous êtes la première vice-présidente de France Hydrogène, donc qui représente la filière, on va en parler avec vous. Et puis également directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin. À vos côtés, Véronique Wyss, vous êtes la commissaire du Forum Hydrogène Business for Climate. On va en parler, ce sera dans quelques mois du côté de Montbéliard. On va évoquer tout cela. Et puis Jean-Michel Amaret, merci à vous d'être là, président d'Ataway, fabricant de stations de recharge d'hydrogène décarboné. Évidemment, on va en reparler avec vous. Peut-être le point de vue filière avec vous, avec votre casquette de première vice-présidente de France Hydrogène, Valérie Bouillon-Delporte. L'automobile, c'est forcément très important pour la filière hydrogène. Est-ce que l'hydrogène est aussi très important pour la filière automobile? C'est une solution, c'est un levier de croissance. Et quand on parle de fin du thermique, ça devient une évidence? Alors, c'est tout ça à la fois. L'hydrogène pour la filière automobile, c'est déjà une des solutions. Donc, je pense qu'il est utile de rappeler qu'un véhicule électrique, il peut être soit batterie, soit hydrogène, soit parfois combiner les deux. C'est ce qu'on appelle un hybride zéro émission ou 100% électrique. Donc ça, le premier point, c'est si on doit décarboner et si on doit se passer des véhicules thermiques, la batterie ne fera pas le job pour l'ensemble des usages. C'est ça. Alors on affecte souvent le véhicule hydrogène à la mobilité lourde. Je pense qu'il faut garder raison. On aura besoin de l'hydrogène pour un certain nombre d'usages pour des véhicules légers. Notamment pour des véhicules, mais pas exclusif, c'est ça. Ce sera vrai, mais pas exclusif. Ouais. La batterie fait tout à fait sens pour des usages de mobilité pour le particulier. Mais là encore, l'hydrogène est une solution électrique intéressante pour les usages intensifs, les taxis. Vous avez déjà une centaine de taxis hydrogène sur Paris. Pour les VUL, tout ce qui est transport de marchandises. Et puis aussi pour les gros SUV qui vont demander quand même des puissances assez importantes. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième, c'est l'hydrogène est important pour la filière. Aujourd'hui, l'hydrogène est porteur d'opportunités industrielles. On a la chance en France et puis en Europe d'avoir des champions. Alors, que ce soit des sociétés de stations hydrogène comme Ataway, que ce soit des sociétés de production d'hydrogène dans la mobilité. Ouais. Donc, c'est un élément important pour ces champions, pour qu'ils gardent aussi leur prédominance sur les marchés non seulement nationaux, mais internationaux. Enfin, l'hydrogène, c'est important pour l'automobile, mais ce n'est pas important que pour l'automobile. Ce qui est bien avec l'hydrogène, c'est que c'est assez transversal. Ouais. Et vous allez avoir toute une chaîne de valeur de la production de la molécule jusqu'à son usage. Donc c'est tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place. Vous êtes un des exemples, Jean-Michel Amaret, avec Ataway. Donc peut-être pour commencer, pour bien poser le décor, rappeler exactement ce que fait Ataway. Ataway, on est une entreprise qui a 10 ans au mois de septembre cette année, donc un des historiques de la filière. Et Ataway conçoit, fabrique et commercialise et opère derrière des stations hydrogène pour recharger tout type de véhicules qui partent des véhicules très légers comme les vélos pour aller sur les véhicules lourds et demain les camions, voire plus. Et donc Ataway, aujourd'hui, nous avons 40% de part de marché en France en déploiement de stations hydrogène, spécialisées dans l'hydrogène vert et l'hydrogène décarboné, qui soit est produit sur place dans le cadre des stations, ou soit distribue de l'hydrogène qui va être produit sur d'autres centres de production un peu plus centralisés, comme chez des industriels ou des centres de production renouvelables. C'est totalement ce qui est en train de se développer, l'hydrogène décarboné, avec cette production sur place. Là, justement, en 10 ans, vous avez vu évoluer les choses de manière spectaculaire. Oui. On est parti de stations de petite capacité, puisqu'il y avait très peu de véhicules à alimenter, où là, la production sur place était nécessaire, connectée à des énergies renouvelables et de l'eau. Donc on avait vraiment notre puits de forage, notre raffinerie et puis notre station-service sur place, jusqu'à maintenant des modèles où en fait on massifie la production dans des centres de production par électrolyse d'hydrogène, soit connectés à des équipements renouvelables, soit connectés à des électro-intensifs industriels qui eux-mêmes
peuvent consommer la molécule dans le cadre de leur process également, et d'avoir une co-consommation sur la partie mobilité. Et de ce fait, il y a eu vraiment une évolution de ce marché, tiré aussi par les véhicules qui arrivent petit à petit et qui massifient cet usage de l'hydrogène. Effectivement. Allez-y. Je pense que ça serait utile que tu précises ce que c'est l'hydrogène quand on parle d'électrolyse. Refaire un peu de pédagogie, c'est jamais inutile, c'est vrai, vous avez raison. Tout à fait. Alors, une station hydrogène ou de l'électrolyse, on prend de l'eau, les composés de l'eau sont H2O, et en fait, un électrolyseur va être un équipement qui sépare H2O pour garder le H2, qui est deux molécules d'hydrogène, qui va être la manière dont on stocke cette électricité, et puis l'oxygène est relargué dans l'air. Donc, pour faire fonctionner cet électrolyseur, il nous faut de l'eau, comme je viens de dire, de l'électricité qui provient soit du réseau décarboné, soit de systèmes d'énergie renouvelable qui sont locaux et sur lesquels on peut s'approvisionner. Et de ce fait, on sépare cette énergie renouvelable ou l'énergie du réseau a été stockée sous forme d'hydrogène, et ensuite on transférera donc dans une station hydrogène dans le stock pour que quand un véhicule arrive, on transfère le gaz directement dans le véhicule, ce qui fait que le remplissage est extrêmement rapide. Il prend quelques minutes pour transférer une capacité qui correspond entre 600 et 1000 km pour les véhicules. Et de ce fait, il y a un phénomène inverse qui se passe dans le véhicule, où là, on va, comme je disais tout à l'heure, utiliser l'hydrogène qui a été transféré dans le réservoir avec l'oxygène de l'air, et au travers d'une pile à combustible, qui est le deuxième élément de transformation de l'hydrogène, refabriquer de l'électricité qui alimente un moteur électrique, comme le disait Valérie, et puis on relargue de l'eau à l'arrêt ou tout en roulant. C'est extrêmement clair, et c'est toujours bien de le rappeler parce qu'on en a besoin de cet élément de pédagogie. Je vais donner la parole également à vous, Véronique Wyss, commissaire du Forum Hydrogen Business for Climate. On peut partir justement de cette casquette-là. S'il y a ce genre de rendez-vous, ce forum qui aura lieu à Montbéliard en novembre prochain, c'est forcément qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place, des investissements lourds qui sont en train d'arriver. C'est un peu aussi la raison de ce deuxième forum, si je ne dis pas de bêtises. Donc une deuxième édition du forum, donc 8-9 novembre à Montbéliard. Donc pourquoi Montbéliard? Le Nord-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté ont été pionnières en matière d'hydrogène, notamment avec un écosystème à la fois académique, industriel, et des territoires qui sont engagés de manière, je dirais, quasiment historique en hydrogène. Et donc effectivement, le forum est vraiment là pour permettre l'accélération et mettre en connexion les différents acteurs. Donc nous, on s'adresse à l'intégralité de la chaîne de valeur, donc que ce soit la mobilité, le stationnaire. Et on arrivera donc cette année avec une nouvelle proposition, puisqu'on va faire des labs d'innovation et d'accélération pour vraiment pouvoir mettre ensemble tous les acteurs, donc des grands groupes, des décideurs publics, privés, des start-upers, des académiques, et que chacun travaille donc sur différentes thématiques, sur la mobilité, sur l'adoption, la question de l'adoption, donc faire comprendre ce qu'est l'hydrogène, donc à la fois aux industriels qui ne connaissent pas très bien ou au grand public, et enfin un grand sujet qui est le passage à l'échelle, qui va être, qui est la grande question du moment. Effectivement. Et ce passage à l'échelle aussi, on peut le voir du côté du point de vue des équipementiers, des constructeurs automobiles qui peut-être avaient un petit projet hydrogène dans un coin, si je caricature un tout petit peu, pour certains constructeurs en tout cas. Et là, on voit que forcément tous les équipementiers, vous avez aussi une casquette Michelin, on l'a évoqué, mais on peut citer tous les autres, Plastic Omnium, Faurecia, etc., qui sont vraiment de plus en plus présents sur ce secteur. C'est vraiment, comme on le disait, un vrai levier de croissance aussi pour les équipementiers automobiles. Alors, c'est un levier de croissance, c'est un levier aussi pour certains critique. Quand vous faites des réservoirs à carburant, que ce soit Plastic Omnium ou Faurecia, et que le véhicule va être électrique à partir de 2035, c'est bien de se mettre sur les sociétés hydrogène. Il faut y aller. C'est vrai aussi pour des sociétés qui vont faire des joints de culasse ou qui sont dans le moteur thermique aujourd'hui. Donc, ils passent tous à l'hydrogène. C'est aussi l'occasion pour de nouvelles sociétés d'émerger. Donc, vous avez cité des grands noms comme les équipementiers Faurecia, Plastic Omnium. Vous avez également des sociétés qui étaient des start-up il y a 10 ans. Je pense notamment à Symbio. Symbio, qui est une JV que Michelin a créée avec Faurecia, autour de la pile à combustible. Fabriquer de la pile à combustible. Et être un des leaders mondiaux d'ici la fin de la décennie. Et puis, vous avez aussi les constructeurs. Alors, les constructeurs européens s'y sont mis un peu plus timidement, notamment français.
Ouais. Mais aujourd'hui, des groupes comme Stellantis ou encore Rivia, qui est une JV entre Renault et Plug Power dédiée au VUL hydrogène. C'est ça, donc ça passe par l'utilitaire dans un premier temps, en tout cas de manière assez logique. Et c'est de manière logique, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Sur certains usages, si vous n'avez pas une pile à hydrogène, avec la batterie, vous ne pouvez pas permettre à vos clients d'opérer dans les mêmes conditions d'usage que le véhicule thermique avec un véhicule électrique. C'est ça, c'est ce qu'expliquait Jean-Michel Amaré sur on fait le plein de manière un peu similaire. Alors, ce n'est pas qu'une question d'autonomie, mais je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez une flotte de professionnels dont certains habitent en banlieue, n'ont pas forcément une prise de recharge chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer au dépôt, ils vont perdre du temps le matin, ou alors ils ont la solution pour certains cas d'usage, et là encore c'est complémentaire à la batterie, d'avoir une solution pile à hydrogène qui va leur permettre d'opérer dans les mêmes conditions d'usage qu'un véhicule thermique. Vous remplissez aussi vite qu'un véhicule thermique, vous avez la même autonomie et vous avez en plus l'agrément de conduite d'un véhicule électrique, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est effectivement les usages aussi qui vont peut-être orienter, et pas que l'aspect technologie ou les freins d'autonomie. C'est l'usage qui va déjà quelle est la solution technologique la plus pertinente. Et ça tombe bien, et on en a au moins deux. Voilà, c'est déjà ça. Et ça, vous êtes en train de le voir aussi justement dans la manière dont vous imaginez les stations, qui sont peut-être pas la même manière qu'il y a 5 ans, que dans 5 ans, que dans 10 ans, sur différents usages possibles aussi. Ça peut être un peu modulable, flexible, une station, forcément s'adapter aux usages là aussi? Oui, les stations évoluent grandement en termes de capacité, puisqu'aujourd'hui on va vers des stations de plus grande capacité pour alimenter des véhicules plus lourds ou plus de véhicules qui arrivent, que ce soit les VUL, mais derrière après les cars, les bennes à ordures, les camions de grands transports. Donc la taille des stations va bouger. C'est aussi pour ça que nous avons travaillé des stations qui sont évolutives et qui permettent dans le temps d'accompagner la montée en puissance des projets et de la fréquentation des stations. Donc ça, c'est un premier point. Et puis il y a également des produits qui sont aujourd'hui mobiles. Notamment, on a travaillé un produit qui était mobile. Donc c'est la station qui se déplace vers le véhicule plutôt que le véhicule se déplace vers la station. Là, pour des applications où tout simplement on va avoir des usages qui sont très temporaires, pour de l'événementiel ou pour des phases soit de maintenance, soit des phases de transition dans l'attente d'une station fixe qui doit être construite. Mais il y a également d'autres usages qui, par définition, sont mobiles. Je pense à tous les chantiers du bâtiment ou du travaux public où on voit rarement une pelleteuse aller à une station-service faire le plein, puisque là, c'est sur le chantier que c'est réalisé. Et de ce fait, comme tous ces chantiers vont se décarboner très rapidement, en fait, les véhicules vont devoir être alimentés sur place. Et là, ce sont des équipements mobiles qui viennent distribuer cet hydrogène pour les alimenter. Donc, en effet, il y a toute une offre qui est en train d'évoluer pour suivre les besoins du marché et l'arrivée des nouveaux véhicules. Et pour développer tout cet écosystème, il faut aussi former, recruter. Il y a un aspect emploi. Alors, au niveau local, certaines régions, effectivement, en pointe, on parle souvent d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté. Véronique Wyss, c'est ça qui est en train de se mettre en place aussi, des formations, des écoles pour former au métier de l'hydrogène. Il y a une Symbio-Académie, notamment, aussi, qui est en train de se mettre en place. Oui, donc effectivement, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a des formations continues, mais également des formations diplômantes, notamment un master énergie, donc, qui est dispensé à Belfort pour justement préparer tout ce besoin en fait en compétences. Tout type de métier. Donc, donc la maintenance, des ingénieurs. Vraiment, on s'adresse à tout type de profil. C'est vraiment ça qui est en train de se jouer aussi maintenant. C'est un travail de fond, alors que France Hydrogène, donc juste un petit mot sur France Hydrogène. Oui, quand même, qui représente la filière. Elle représente la filière, donc, et pour vous montrer à quel point la filière se déploie, on était une 60aine de membres en 2017. On est plus de 450 membres aujourd'hui, avec des acteurs, donc des PME, des petites sociétés, des laboratoires, des régions, des grandes entreprises. Donc pour avoir vraiment une représentativité de la diversité des acteurs. Et le sujet formation est aussi un des sujets cœur. Donc on le fait également avec les régions, puisqu'on a un groupe de régions au sein de France Hydrogène, pour identifier déjà quelles sont les formations, les besoins. Donc on a identifié 82 métiers dans l'hydrogène et la liste s'allonge tous les jours. C'est les besoins spécifiques à l'hydrogène, en tout cas qui font partie des besoins. Il faut avoir des compétences hydrogène. Aujourd'hui, le gros problème pour les entreprises, c'est quand vous embauchez, vous ne trouvez pas des gens qui sont formés à l'hydrogène. Ou alors vous allez les chercher chez les sociétés
qui sont déjà dessus. On a déjà un peu mais commencé, mais ça ne crée pas un vivier très conséquent. Donc on a identifié à ce stade 82 métiers, 16 métiers déjà sous tension, alors que le marché est émergent, donc 16 métiers déjà sous tension, ce qui nous amène à multiplier les collaborations. Et notamment lors du dernier salon Evolution dédié à l'hydrogène, on a fait un partenariat avec l'AFPA pour la formation justement. Alors la formation, c'est pas que les ingénieurs, comme le disait Véronique, ça part du CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs, mais également la formation continue. Le réseau de maintenance est un très bon exemple. Comment vous formez aujourd'hui tous ces acteurs de la maintenance qui vont devoir traiter des véhicules électriques, qu'ils soient à batterie ou à hydrogène? Oui, effectivement, c'est les enjeux du moment. Mais je peux vous confirmer que sur le salon Evolution, je voyais partout des affiches. On recrute sur plein de métiers, sur tous les stands. C'était vraiment flagrant. Vous confirmez aussi, forcément? Oui, bien sûr. Pour illustrer les choses, nous intégrons environ un nouveau salarié tous les 15 jours. D'accord. Oui, globalement. Là, on est une cinquantaine de personnes et d'ici 2 ans, on sera 150. Donc, à l'échelle d'une entreprise, vous voyez déjà l'appel de compétences qui sont des compétences sur tous les domaines, qui partent en effet depuis les équipes de montage, d'entretien, de mise en service, de suivi des projets et de design et de conception des équipements, en passant par les services supports, les sujets sécurité, les sujets qualité, qui demandent aussi des compétences spécifiques dans l'hydrogène. Et on voit qu'à l'échelle de notre entreprise, vous voyez déjà l'appel de ressources que cela nécessite. Et à l'échelle de la filière au sens français, les formations qui sont en train de se mettre en place sont de toute manière, vont être insuffisantes. En tout cas, elles ne répondent pas actuellement aux besoins. Il y a un temps de latence de mise en œuvre, forcément. Mais il y a un appel très fort. Et de ce fait, les stratégies que l'on met en place, c'est d'embaucher en avance de phase par rapport à nos besoins pour former les personnes, pour qu'elles soient formées au moment où le besoin arrive. Alors forcément, il faut le supporter financièrement, mais nous n'avons pas le choix parce que sinon, ensuite, nous ne serons pas capables de faire face à la demande et de réaliser tous les projets qui doivent sortir. Parce que c'est vraiment tous les développements de nouveaux produits. L'enjeu du moment, vous l'avez tous évoqué, le passage à l'échelle, la place de la France aussi, au sein de l'Europe aussi. C'est maintenant que ça se joue aussi pour avoir une vraie filière hydrogène incontournable. Alors, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue industriel, on a des sociétés qui sont en bonne position. Vous avez des pays qui se mobilisent depuis assez longtemps, comme l'Allemagne notamment. Mais quand vous regardez d'un point de vue temporel, l'Europe a sorti sa stratégie hydrogène en juillet 2020. La France a sorti sa stratégie hydrogène nationale en septembre 2020. Et les moyens affectés sont conséquents. L'Allemagne met 9 milliards d'euros sur la table d'accompagnement. La France a mis 7 milliards dans un premier temps, qu'elle a complété par 2 milliards dans le cadre du plan de relance. Donc, les moyens de soutien de l'État sont là. La réglementation est plutôt encourageante et donc fait le lit un petit peu pour le développement de ces technologies. Et on voit bien que les industriels suivent. Alors, ça a beaucoup aidé d'avoir à la fois la formalisation nationale d'une stratégie en France et puis aussi en Europe, d'avoir des fonds conséquents. Ça fait un appel d'air auprès des industriels. Finalement, les industriels, ceux qui étaient encore hésitants, se sont dit c'est le bon moment, j'y vais. Et même ceux qui n'étaient pas du tout sur l'hydrogène aussi, qui sont mis aussi. Parce qu'aussi, d'un point de vue réglementaire, ils se rendent compte qu'on va petit à petit vers la fin du véhicule thermique. Et donc, plutôt que de subir, je dirais, une perte d'activité, ils se préparent pour avoir un relais de croissance. Et l'hydrogène est un relais de croissance. Et la place de la France, on va forcément... le forum à Montbéliard, il y aura aussi, si je ne dis pas de bêtises, des interventions en anglais. Donc c'est forcément faire venir du monde et montrer qu'il se passe des choses en France et avec une portée européenne, internationale. Internationale, oui. C'est ça l'idée? Donc effectivement, de faire venir les acteurs de l'hydrogène au niveau européen pour justement pouvoir voir l'excellence des territoires. Et je pense qu'il y a vraiment des sujets majeurs qui sont à traiter au niveau européen, donc notamment la question des flux de l'hydrogène, donc de l'importation massive ou de la production massive sur les territoires. Donc effectivement, on va profiter de la présence d'un public de participants européens pour faire discuter ces sujets
Et comme je le disais, faire avancer ces sujets sur nos différents labs. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté sur plein d'aspects, sur les composants électroniques, sur les batteries, sur la manière dont les fabrique. Mais là aussi, sur cette filière hydrogène, ça fait partie des sujets aussi forcément de savoir produire au maximum en local, ou en tout cas de s'assurer les chaînes d'approvisionnement les plus cohérentes possibles, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment en tête forcément. Oui, ça donc fera partie des sujets. Des sujets, des discussions et des débats aussi. On va vraiment débattre sur ce point. C'est l'un des axes pour l'hydrogène, de se dire que c'est aussi une manière de se garantir un peu de souveraineté européenne, française, sur cette énergie. Tout à fait, Aurélien. Le meilleur exemple, c'est le dernier plan d'Europe qui s'appelle REPowerEU, qui a doublé les ambitions sur l'hydrogène. On passe de 10 millions à 20 millions de tonnes, on accentue l'aspect importation, parce que l'idée, c'est aussi de connecter les pays fortement producteurs d'énergie renouvelable, comme les pays notamment d'Europe du Sud, voire même du Maghreb, avec les pays fortement consommateurs d'énergie renouvelable, entre autres pour leur hydrogène, comme l'Allemagne notamment. Donc vous avez cette notion de production de renouvelables, production d'hydrogène par électrolyse, transport de l'hydrogène du point de production au point de consommation. Donc on retrouve là tous les transports, les infrastructures, et puis ensuite les différents usages. Mais au-delà donc, de la crise que l'on voit et de la guerre en Ukraine, qui a été un élément favorable pour aller vers cette souveraineté, notamment vis-à-vis du gaz russe, donc l'hydrogène a un rôle à jouer. Mais avant cela, la crise, et le Covid notamment, a été un fabuleux accélérateur pour l'hydrogène. 2020 a été une année assez pénible et douloureuse et dramatique pour nos économies. 2020 a été une année formidable pour les acteurs de l'hydrogène. Effectivement. L'hydrogène a trouvé une place importante, alors ce n'était pas la seule solution, mais comme un pilier d'activation d'une économie de relance. Oui, effectivement. Vous l'avez forcément vécu aussi, avec cet aspect aussi, du coup, Attaway, depuis 10 ans en France, avec aussi 40% du marché, vous avez dit en début d'émission, une portée aussi européenne forcément, ou c'est pas... Oui, nous déployons dans plusieurs pays limitrophes depuis cette année, puisque le Covid, c'était prévu il y a 2 ans, mais le Covid a mis un petit coup d'arrêt, en tout cas a différé notre mise en œuvre sur ces aspects-là d'internationalisation. Je voulais revenir sur le sujet de l'accompagnement financier de la filière. On a un certain décalage entre les effets d'annonce et la mise en œuvre sur le terrain. Ça prend du temps, trop de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que les développeurs de technologies et de solutions sont souvent des petites sociétés. Des sociétés d'une cinquantaine, d'une centaine de personnes. Et ce qui est nécessaire pour ces sociétés, c'est que les produits se déploient rapidement pour qu'ils maturent, ils montent en fiabilité, en retour d'expérience. Et de ce fait, on a quand même des temps de cycle de mise en œuvre des projets dans le concret qui sont très longs. Trop long de mon point de vue, en tout cas de notre point de vue, de petite société. Ça prend du temps de monter des projets, ça prend du temps de les financer, ça prend du temps de mettre en œuvre le foncier, les permis de construire. Enfin, on a vraiment des temps de cycle qui peuvent prendre 3 ans. À partir du moment où on a pris une décision, 3 ans après, on fera juste nos premiers pleins. Donc il faut se rendre compte que c'est extrêmement long, avec un risque, et on le voit sur certains projets, où les décisions qui ont été prises 3 ans auparavant ne sont plus adaptées aux usages 3 ans après. C'est ça. Et de ce fait, il faut que l'on essaye. En tout cas, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à la manière de compacter ces sujets basés maintenant. On n'est plus en train de faire des expérimentations, on est en train de faire des déploiements. Ça fait partie de ce passage à l'échelle qu'on évoque. Exactement. Dans le passage à l'échelle, ça veut dire qu'on sait tirer les retours d'expérience de ce qui a déjà été développé sur les sujets sécurité, sur les sujets de permis de construire, sur tous ces sujets, pour aller plus vite et faire en sorte que l'on gagne du temps pour déployer, parce que ces entreprises françaises qui déploient des technologies ont besoin de s'appuyer sur ce marché français pour partir à l'international et s'appuyer de manière forte là-dessus pour avoir cette crédibilité de déploiement. Eh bien, accélérons sur l'hydrogène, c'est ce que vous faites tous les trois, c'est ce qu'on évoque régulièrement sur Mobility TV. Merci à vous d'être venus sur ce plateau et à très bientôt pour parler hydrogène notamment.